La démocratie, depuis 1990, je dirais précisément au lendemain des conférences des forces vives de la nation, tenues en février 1990, avec l'avènement de la CENA, la Commission électorale nationale autonome, qui a été quand même réformée déjà en 2013 pour une permanence de 7 ans avec le président Emmanuel Tiando. En 2019, disons 2018, et avec une certaine modification en 2019, on est dans une nouvelle dynamique qui nous offre une nouvelle Sénat avec un nouveau visage. On va en parler parce que nous sommes dans l'actualité, la fièvre électorale s'annonçant en réalité pour les législatives de 2023, le 8 janvier précisément. Nous allons en discuter parce que nous sommes ici à la Sénat avec le président de la Sénat, qui est également le président du Conseil électoral. Bonjour Monsieur Sakalafia. Bonjour. Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir ce que la Sénat est devenue? Je vous remercie de nous poser cette question. Juste là, les Sénats ont été des structures ad hoc, c'est-à-dire à chaque élection, on mettait en place une Sénat. Et issus des parlements, des membres du gouvernement, quelquefois même des ONG ou des magistrats. Et une fois l'élection terminée, la structure ad hoc était dissoute, et en attendant l'année qui suit, ou bien 18 mois plus tard, qu'on organise une autre élection et le Parlement mettait en place une nouvelle Sénat. Et cette gymnastique a duré de 1995 jusqu'en 2013, où la loi qui est sortie du Parlement a voulu qu'on ait une Sénat permanente. Et pour cause, ce Sénat ad hoc était trop cher, parce qu'on ne capitalisait pas les expériences. Ceux qui étaient là à la Sénat N, c'était plus les mêmes personnes qui étaient présentes à la Sénat N+1. Donc voilà pourquoi le Parlement a souhaité, depuis 2013, vous l'avez dit déjà, qu'il y ait une Sénat permanente. Et la première Sénat permanente a été mise en place en 2014 et présidée par le président Tiando Emmanuel. Et ce Sénat avait un mandat de 7 ans. La nôtre, là, on vient de les succéder. Entre-temps aussi, le code a été modifié légèrement. La Sénat est toujours permanente, mais avec deux structures. Le Conseil électoral et le Conseil et la Direction générale des élections. Justement, Monsieur le Président, avant qu'on en vienne là, quel est le contexte qui a présidé à la reformulation, je vais dire la restructuration de la Sénat? Vous savez, je n'étais pas au Parlement. Les députés peuvent vous dire en détail qu'est-ce qui a prévalu pour que la Sénat, au lieu d'être une structure avec un seul organe, les conseils électoraux, a voulu qu'il y ait une direction générale des élections. Mais je peux vous dire que les hommes sont faits de cette manière. À chaque fois, il faut chercher à améliorer. De la Sénat ad hoc, on est passé à un Sénat permanent. Maintenant, on est passé à un Sénat avec deux structures. C'est toujours dans la volonté de recherche d'une amélioration et de rendre plus dynamique l'organe et être plus en mesure d'accomplir ses missions dans la sérénité. Je crois que c'est l'esprit qui a prévalu au niveau du Parlement. Et désormais, vous êtes dans vos missions que vous assurez avec dextérité, on vous voit, avec les dates qu'on a eues, le calendrier électoral, tout ça. Quelles sont les implications qu'on pourrait noter depuis que la nouvelle structuration a commencé à poser ses actes? Bien, vous savez, quand on fait pour la première fois, il y a toujours à découvrir. Et la nouvelle structure, je n'ai pas fait la précédente, mais la nouvelle structure a visé à rendre plus dynamique l'organe. On a un conseil électoral qui supervise les activités d'un organe technique. Et ce conseil électoral est l'organe décisionnel, celui qui décide de ce qu'il faut faire. Et le conseil, la Direction générale des élections applique les décisions de ce conseil électoral. Dit aussi que le conseil électoral est une émanation du Parlement.
du gouvernement et de l'organe des magistrats. Et c'est ce conseil de 5 membres qui recrute les responsables de la direction générale des élections. Comme je l'ai dit tantôt, cette direction est l'organe exécutif de la Sénat. Vous parlez bien évidemment de la direction générale des élections. Oui, la direction générale des élections est l'organe exécutif de la Sénat. C'est elle qui est l'organe technique qui est toujours au quotidien à réaliser un programme d'activité établi en début de mandat sous la supervision du Conseil électoral. Alors, mais quelle nuance pourrait-on établir entre président de la Sénat et président du Conseil électoral? Oui, il y a une légère nuance. Le Conseil électoral compte 5 membres, comme je l'ai dit tantôt. Un membre désigné par la majorité parlementaire, le deuxième désigné par la minorité parlementaire, le troisième désigné par l'opposition, le quatrième désigné par le gouvernement et le cinquième désigné par l'Assemblée des magistrats. Donc c'est le Conseil électoral. Dès qu'il y a un organe, dès qu'il y a 2 personnes, 3 personnes, il faut nommer un chef. Et c'est ça le président du Conseil électoral, comme un genre de conseil d'administration dans d'autres sociétés. Mais c'est le Conseil électoral. Maintenant, il y a la direction générale des élections, qui est recrutée par ce Conseil électoral sur appel à candidature, assisté du ministre du Travail, qui est le directeur général des élections, plus 5 cadres techniques autour, bien définis dans la loi, avec leur activité bien tracée. Voilà comment ça fonctionne. Les deux, celui qui préside le Conseil électoral préside également la Sénat. La Sénat étant composée du Conseil électoral plus de la Direction générale des élections. Voilà, donc c'est une même personne avec 2 fonctions qui se complètent. Et dans la complémentarité, je dirais, de ces 2 fonctions, président du Sénat et président du Conseil électoral, vous aviez entrepris quand même un certain nombre d'actes depuis que pointent à l'horizon les législatives du 8 janvier 2023. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, mais on en a déjà parlé plusieurs fois avec la presse, avec beaucoup de réunions. Notre mission principale, c'est de pouvoir organiser des élections à bonne date. Et la bonne date est fixée déjà à l'avance selon la Constitution, le 2e dimanche du mois de janvier, le 8 janvier prochain. Et depuis le mois de mars, avril, où la Direction générale des élections est installée, on a eu à élaborer un calendrier précis, avec des dates précises, et avec pour objectif d'atteindre le 8 janvier, être prêt pour les élections. Depuis lors, cet agenda est respecté scrupuleusement, à la date, au jour près. Et en ce moment, nous sommes dans la dernière ligne droite, puisque le vendredi prochain, on va lancer les hostilités pour la campagne électorale. Le 23 décembre, précisément. Oui, précisément. Et à ce moment, nous sommes en train de préparer tout le matériel électoral nécessaire pour le bon fonctionnement de chaque poste de vote. Et ce travail a commencé la semaine dernière et on pense être à jour complètement à la veille des élections, disons le 5 ou le 6 janvier au plus tard. Et on sait que l'échéance dont vous parlez, qui court du 23 décembre au 6 janvier et qui concerne donc la réalité de la campagne électorale, des campagnes électorales pouvant donner la possibilité au peuple d'aller aux élections le 8 janvier 2023, elle reste quand même comme enjeu, un enjeu phare. Vous avez commencé à parler des préparatifs. Qu'est-ce qui reste encore à faire pour que ces campagnes puissent être bien vécues? Il ne reste pas grand-chose à faire de notre côté, mais ce qu'on fait est important, puisque les derniers actes sont en train d'être accomplis avec beaucoup d'attention.
Et ces derniers actes, c'est ça que j'ai dit tantôt, vous savez, à un poste de vote, vous imaginez ce qu'il faut. Il faut la liste électorale, il faut les documents d'émargement, il faut l'encre indélébile, il faut l'encreur, il faut les tampons, il faut les bulletins. Donc, c'est tout ça que actuellement nous sommes en train de préparer. Et dès qu'on aurait reçu les gros lots, par exemple des imprimeurs, il faut les mettre par poste de vote selon le nombre d'inscrits. Il faut préparer les urnes, il faut préparer les isoloirs. Donc, c'est tout ce travail que la Sénat, en ce moment, s'emploie à réaliser avec le personnel présent à la Sénat et avec des personnes extérieures que nous invitons à l'occasion pour nous aider. Et ensuite, il faut penser à tout ce qu'il faut comme véhicule pour déplacer ce matériel dans le dernier village, le village le plus éloigné de Cotonou, au Bénin, doit recevoir ce matériel à bonne date, c'est-à-dire au plus tard de 8 à 6 heures du matin, tout le matériel doit être en place au lieu du vote. Et c'est à ce travail que nous nous employons. À vous écouter, on a la certitude que les élections se dérouleront très bien. Si cela ne tient qu'aux dispositions prises par la Sénat. Jusqu'ici, je n'ai pas le sentiment qu'il y aura une difficulté quelconque. Il peut y avoir des imprévus, ça c'est clair. Dans chaque œuvre humaine, il faut s'attendre. Mais on n'a pas le sentiment qu'il y aura quelque chose qui va s'accrocher. Nos partenaires, quand même, essaient de respecter leurs tâches, leur agenda, c'est-à-dire de fournir le matériel qu'on a commandé. Il semble que tout se passe bien. Le reste, c'est de pouvoir mettre sous forme de colis des matériels destinés à chaque poste de vote. Et ce travail se fait avec beaucoup de discipline, beaucoup d'engagement et de sérieux. Le 8 janvier 2023. 2023, l'élection aura lieu. Elle sera transparente, elle sera sereine. Et elle sera la moins coûteuse possible. Voilà. Et sa durée? Ça durera, conformément à la loi, 9 heures. On ouvre à 7 heures, on ferme à 16 heures. Si on ouvre à 7h00, on ferme à 9h. Si on ouvre à 7h10, on ferme à 16h10. Donc là, la durée, c'est 9 heures de temps. Et le lendemain, 24, le 9 au soir, on devait avoir tous les résultats à Cotonou. Et à partir de 10, 11, 12, on peut savoir à peu près quels sont nos nouveaux députés. Et vous vous attelez toujours à pouvoir réussir cette mission? Oui, tout le monde est préparé dans l'esprit et dans le corps. Toutes nos idées, tout notre mental est en ce moment orienté au succès de cette élection. On veut qu'elle réussisse vraiment pour faire avancer la démocratie. Il faut qu'elle réussisse pour faire créer une confiance, qu'elle réussisse pour faire aussi une forte cohésion du peuple béninois. Cohésion, la paix, la tranquillité dont on a besoin pour amorcer le développement. Comment est-ce qu'on peut savoir la collaboration dans sa nature pour favoriser effectivement le respect de toutes ces dates-là entre le Conseil électoral et la Direction générale des élections? Comment ça se passe le travail? Si vous imaginez qu'on a des réunions quotidiennes avec la Direction générale des élections, diurnes comme nocturnes, et on s'assure de chaque détail. Tout le monde du Conseil électoral, même hier samedi, il y en a qui étaient présents, même hier dimanche, le monde du Conseil électoral était présent pour s'assurer que chaque chose se passe dans les meilleures conditions. Et au-delà, vous avez également avec vous le personnel de la Sénat. Oui, donc il y a tous ces personnels qui travaillent, et bien on a des collaborateurs aussi extérieurs qui viennent à notre secours pour permettre de respecter les dates. Et tout se passe jusqu'à ce moment-là très bien. Est-ce que, par exemple, du côté des partis politiques qui participent à ces échéances électorales, les 7, dont vous aviez quand même publié le spécimen unique de vote, quand même ont quelques réserves par rapport à comment est-ce que les préparatifs vont? Si c'est les préparatifs, je ne vais pas vous en parler en détail. Vous savez, depuis le mois d'octobre, on a d'abord rencontré les organismes de la société civile, on a rencontré les partis politiques, on a rencontré les institutions qui interviennent dans les élections, et par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, on les a rencontrés pour expliquer comment ça va se passer. Ils le savent déjà, plus ou moins, avec tous les détails. On a demandé à chacun
on a mis chacun en face de ses responsabilités. On leur a demandé de venir à notre secours quand on en aura besoin. Même la semaine dernière encore, on était encore avec les organisations de la société civile pour expliquer davantage aux populations comment le vote va se passer, comment le vote doit être dans la paix et dans la quiétude. Le ministère de la Sécurité, se déploie sur le terrain. Donc chacun, à son niveau, sait le rôle qu'il doit jouer pour que ça se passe bien. Au niveau du Conseil électoral, au niveau de la Sénat, au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques que nous avons rencontrés plusieurs fois, parce que c'est les principaux acteurs à ce jeu-là. Donc, tout ça là qui nous rend confiants que les élections vont se dérouler normalement. Ça va être une expérience inédite, parce que la Sénat sous cette forme n'existait pas. Oui. Est-ce que, par exemple, les élections aussi seront inédites, parce que c'est une Sénat inédite qui les conduise? En ce qui concerne les élections, ce sera comme d'habitude. C'est au niveau de la Sénat, l'organisation au niveau de la Sénat qui est légèrement modifiée, qui permet à l'organe qui est le Conseil électoral de superviser et qui est des techniciens qui ont la main à la pâte au quotidien. Ce n'est pas très différent de ce qui se passait auparavant. Et cette nouvelle organisation permet aux cadres politiques issus des partis politiques que nous sommes de regarder la chose du haut et voir comment les techniciens organisent sous notre surveillance vigilante. C'est tout. On vous sait appartenant à un parti politique, vous parliez de l'Union progressiste Le Renouveau, c'était UP oui. Quand vous étiez là, c'est oui. devenu Union progressiste Le Renouveau. Oui. Est-ce qu'il n'est pas à craindre, par exemple, que votre posture de politicien joue un peu sur l'impartialité requise en réalité du président de la Sénat? À première vue, c'est ce que les gens pensent. Mais je dis, il y a au moins 2 autres partis politiques qui sont présents, qui ont les mêmes droits que moi, qui ont la même facilité de regard que moi, à partir du moment où on a des intérêts différents, il y a la transparence, forcément. Ensuite, il y a une loi. Nous devons respecter la loi. Donc, on vit dans ces conditions. Et puis, il y a des personnes neutres, parce que ceux qui sont issus du gouvernement, ils sont neutres. Les magistrats sont neutres. Ils recherchent, eux, l'équité. Donc, même si un parti politique veut tirer le drap de son côté, ce n'est pas possible. Et la loi a bien précisé les limites du président de la Sénat ou du Conseil électoral. Il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul. Donc, au moment des élections, il n'y a pas une possibilité de favoriser un camp contre un autre. Le jeu sera ouvert, le jeu sera transparent, le jeu sera libre. Et la population décidera. On vous a vu aussi récemment à la Cour constitutionnelle. Oui. C'était pourquoi? On sait que c'est une institution chargée de la régularité et surtout de la validation des élections. Qu'est-ce que vous étiez allé dire avec le président? Attention. Toujours par rapport aux préparatifs des législatives. Oui. Ça, c'est la Cour constitutionnelle fait partie. Vous savez que c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. Elle s'assure de la régularité du scrutin. Donc, à chaque fois, à chaque étape, elle s'assure que nous respectons les dispositions légales. Et on nous a invités pour savoir à quel niveau nous nous situons. Il y a déjà un mois environ, à quel niveau nous nous situons. On a pu leur dérouler notre agenda. Et on leur a montré qu'à cette date-là, on n'était pas en retard. On leur a dit exactement ce qu'on a fait à partir de cette date-là, de 12 octobre jusqu'à la fin. Et ça les a rassurés. Donc, même jusqu'ici, de temps en temps, ils téléphonent pour s'assurer où nous en sommes. Et cela les rassure que tout au moins, le scrutin se prépare dans de bonnes conditions. Parce que si on devait être amené à changer la date, c'est eux qui doivent décider. Donc, si on a évoqué aussi une difficulté qui peut être inquiétée pour savoir la date pourrait être modifiée, compte tenu du fait que la date est constitutionnelle. La Constitution qui a décidé le 2e dimanche du mois, on ne peut rien faire
contre cette disposition sans passer par la Cour constitutionnelle, elle veut aussi s'assurer. Donc je pense qu'elle est dans son bon droit. Il n'a aucune inquiétude si nous nous présentons. Certes, aussi, il y a eu des audiences, parce que bon, les partis politiques ont eu des recours là-bas pour chercher à défendre leurs intérêts. On est obligé d'aller répondre. Il y a des partis qui ont fait des recours, et ça leur a été favorable. Il y en a qui ont fait des recours, et notre décision a été respectée. Ça fait partie du jeu. Ça, ce n'est pas pour la première fois, et ce n'est pas pour la dernière fois. Je suis sûr, aux prochaines élections, il y aura toujours des événements semblables. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de recevoir des appels du peuple directement, sans que ce ne soit pas le truchement des partis politiques qui compétissent? Oui, il y a des gens qui écrivent surtout. Pas des appels au président comme ça, ils écrivent. Je n'ai pas retrouvé mon nom sur la liste électorale. Quelquefois, même des institutions écrivent, bon, écoutez, l'endroit qu'on a choisi pour le centre de vote, c'était un appartement, le vent a emporté ça, veuillez changer, amener ça à l'école publique. Donc on voit les personnes indiquées pour répondre à cette situation-là. Voilà, donc on est en liaison avec les partis politiques, en liaison avec la population, en liaison avec les institutions de la République pour faire en sorte que cette élection soit une élection de tout le peuple béninois. Je vous demanderai, parce que vous avez parlé de la liste électorale, quel ont été en réalité le travail fait en symbiose avec l'ANIP pour qu'on en vienne quand même à obtenir la liste électorale informatisée qui réponde aux aspirations, je vais dire, législatives? Oui, là également, c'est une innovation. Quand il y avait la Sénat ad hoc, c'est cette Sénat, vous vous rappelez, qui se chargeait d'établir la liste électorale. Pendant 15 jours, 3 semaines, sous les manguiers, à l'ombre des ficus, on appelait la population village par village et on faisait la liste électorale. Cette liste électorale était ad hoc, elle était comme la Sénat en ce moment aussi était ad hoc. À un moment donné, le Parlement a décidé que la liste doit être informatisée et permanente. Et on mettait en place une structure au Parlement qu'on appelle le COSLEPI. J'ai même présidé une fois ce COSLEPI pour établir une liste électorale informatisée. En ce moment, on allait également sous les manguiers, on invitait les populations qui étaient en âge de voter ou bien qui avaient 8 ans, et on enregistrait sous forme informatisée. Et chaque année, à chaque élection, on voit les nouveaux adultes qu'on remettait sur la liste. C'est la nouvelle loi, celle de 2019, a changé la donne. Et le gouvernement a mis en place une agence nationale d'identification des personnes, ANIP, qui a dans les entrailles d'un ordinateur la liste de tous les Béninois, un registre très souvent d'état civil incomplet, puisque l'état civil comprend encore d'autres données, mais tout au moins la liste de tous les citoyens béninois âgés de 1 an ou de moins d'1 an à leur disposition. Et on a trouvé qu'il était superflu de faire encore le COSLEPI, aller enregistrer les mêmes personnes qui sont déjà sur une liste informatisée, et aller faire une liste manuscrite, non. Donc la loi a confié à cette agence de nous sortir les Béninois âgés de plus de 18 ans, conformément à la loi, qui peuvent être de 18 ans et plus, qui peuvent être des électeurs. Et cette agence a fait aussi son travail en rencontrant les partis politiques, en rencontrant la société civile et en nous associant également, en voyant avec le Parlement les postes de vote qui étaient créés. Et il y a 3 semaines, l'agence nous a apporté la liste électorale ici. On a essayé d'étudier. Et ils vont nous la procurer au moment des élections. C'est l'ANIP, donc l'aspect liste électorale, c'est l'ANIP qui est désormais chargé de produire ce document et de le mettre à la disposition de la Sénat, qui, elle, s'en servira pour les prochaines élections dans chaque poste de vote. On est certain que cette liste répondra aux exigences attendues du peuple. Les partis politiques ont approuvé la liste.
Nous avons fait, nous ici, à notre niveau, des sondages. Il semble qu'il n'y a pas beaucoup de défauts sur cette liste-là. Donc je ne veux pas être affirmatif parce que l'examen n'est pas total, c'est sûr, bon, c'est humain, mais il semble qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur de sa liste. C'est à son usage qu'on pourra dire de façon ferme qu'elle est parfaite, qu'elle est imparfaite et jusqu'à tel niveau, jusqu'à tel niveau. Mais on pense, on a le sentiment qu'en faisant les différents tests, et aussi compte tenu du nombre d'inscrits qui avoisine de 6 500 à 7 000, on pense que l'essentiel de la population en a de voter s'y trouve. Sakalafia, président de la Commission électorale nationale autonome et également président du Conseil électoral, on est à quelques jours, on peut dire un mois, on peut dire quelques semaines des échéances électorales. Et il est du devoir du peuple également de jouer sa partition en respectant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 qui porte certaines exigences qu'aussi bien les candidats et ce peuple-là doivent respecter. Est-ce qu'on peut parler des droits et des devoirs de ces deux acteurs qui font l'équilibre en réalité en matière électorale? Très rapidement. D'abord, leur devoir, c'est d'aller voter. Leur droit, on leur assure la transparence, on leur assure la tranquillité, on leur assure une bonne organisation et il semble que le gouvernement leur assurera la sécurité totale pour aller voter. C'est un acte important et la loi est organisée de telle manière que c'est presque tous les 5 ans désormais qu'il y aura de ces activités-là. Donc c'est l'occasion pour le peuple d'aller se choisir ses dirigeants et pour l'intérêt du peuple béninois. On est pratiquement là au terme de cette émission consacrée spécifiquement à la vie de la Sénat sous sa nouvelle structuration, donc cette restructuration de la Sénat qui est désormais permanente pour 5 ans, le Conseil électoral qui siégera pour 5 ans avec 5 membres qui le composent. Nous vous demanderons quel pourrait être votre appel à l'endroit des différents acteurs comme conclusion. Merci, ouais. Je crois que j'ai un appel en direction d'abord des partis politiques pour les rassurer que la Sénat organise les élections de la meilleure des façons. Et de rassurer qu'il y aura la transparence, qu'il y aura la sérénité. Ensuite, un appel au peuple béninois, aux électeurs surtout, de sortir le 8 janvier massivement pour voter, pour faire avancer la démocratie dans notre pays. Ce peuple aussi, je rassure que les élections sont ouvertes et elles seront transparentes dans notre organisation. Je souhaite qu'elles se passent dans la paix, la sérénité. Et enfin, je veux rassurer les institutions de la République au niveau de la Sénat, que les choses se passent bien, qu'on est serein, on est dans un état d'esprit que ces élections se passent à la bonne date du 8 janvier, qu'elles se passent sans difficulté majeure. À cela, je vous remercie. Et je remercie aussi d'avance tous les électeurs, je remercie aussi surtout les organisations de la société civile, toutes les institutions et le gouvernement surtout qui nous a donné les moyens qu'il faut pour faire le travail jusqu'au bout et dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que cet entretien a consisté à aller à la découverte de la Sénat sous sa nouvelle structuration organisée par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Nous en discutons et nous avons compris désormais le rôle qui est celui de la Sénat et également la participation aux élections législatives de 2023 dans de bonnes conditions. Mesdames et messieurs, ce sera tout. Merci de nous avoir suivis.